As-tu tendance à avoir de la difficulté à maintenir ta concentration quand tu parles avec des amis ou des connaissances, soit parce que le sujet est pas toujours super intéressant pour toi, soit parce que c'est comme un petit peu long puis que tu perds ta concentration? Moi aussi, puis aujourd'hui, en fait, j'ai pas envie de prendre le temps de répondre à Joël qui m'a écrit sur mon adresse courriel. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc aujourd'hui, en fait, je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach TDAH, experte en comportement TDAH et aujourd'hui, je vais prendre le temps de dire merci tout d'abord à Joël de m'avoir écrit, qui me demande, mais comment est-ce que je peux m'aider à garder ma concentration quand je suis pas à mon travail? Parce que dans son travail, elle a un travail où elle écoute les gens, un peu comme moi, et elle utilise la stratégie du papier et du crayon, comme moi, pour m'aider, supporter ma concentration. Si jamais on travaille ensemble, tu vas observer le fait que j'ai tendance à écrire sur le papier. Ça sert pas nécessairement à grand-chose. Je garde pas, la plupart du temps, je conserve pas vraiment mes notes. Mais en fait, ça m'aide vraiment beaucoup dans ma capacité à mémoriser l'information que tu es en train de me donner dans le but de mieux t'accompagner puis de conserver ma concentration. Parce que oui, pour moi, écouter quelqu'un pendant 1 heure, c'est pas nécessairement ce qui est le plus facile à faire. C'est pas parce que je m'intéresse pas à toi, c'est parce que mon cerveau a tendance à s'éparpiller un petit peu. Puis quand la personne me parle, des fois, je m'en vais moi-même dans mes propres histoires, puis je perds un peu le fil de ce qui se passe. Et pour m'aider dans mon travail, la stratégie que j'utilise, c'est le papier et le crayon, et ça m'aide énormément. Mais dans un contexte social, comme rencontrer quelqu'un sur la rue, aller dans un restaurant, un souper avec des amis, c'est comme un peu bizarre d'apporter mon carnet et mon crayon, ça se fait pas vraiment. Donc, il a fallu que je trouve d'autres stratégies pour m'aider à maintenir ma concentration puis à vraiment maintenir cette connexion-là avec la personne avec qui je parle. Tout d'abord, une personne qui a un TDAH va avoir tendance à euh, couper la parole et va avoir tendance à partager ses anecdotes en coupant la parole un peu. Puis c'est une façon pour nous de démontrer qu'on a de l'empathie, qu'on comprend. Je sais que pour la personne qui reçoit ce comportement-là, ça a l'air un peu bizarre, puis c'est désagréable parce que tu te fais couper un peu dans ce que tu racontes. Mais sache que c'est notre façon à nous de connecter, en fait, avec quelqu'un. Donc, quand quelqu'un te raconte quelque chose et que tout d'un coup, tu as une idée qui te vient et tu veux partager, tu coupes la parole. Il y a aussi un effet de on oublie. Tu sais, moi, j'oublie, j'ai tendance à oublier. Si la conversation continue, mon cerveau, lui, va continuer aussi et je vais oublier l'idée que j'avais. Et pour m'aider à ne pas oublier l'idée, ben malheureusement, j'ai tendance à interrompre les gens et c'est quelque chose qu'il a fallu que je travaille énormément parce que c'est désagréable comme comportement. J'ai ça me faire couper la parole et je sais que c'est pas vraiment le fun de se faire couper la parole. Donc, une des premières choses, en fait, quand j'essaie de faire attention avec à ma concentration, c'est de maximiser les chances de mon côté du point de vue physique. Donc, je vais soit me mettre dans une situation où je sais que ça va être plus facile pour moi de t'écouter, soit par exemple, une des façons pour moi d'aider, de faciliter ma concentration, c'est au téléphone. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est plus facile pour moi de maintenir ma concentration. Mais en fait, ça va surtout de faire attention dans les endroits où je vais avoir tendance à aller. Donc, d'aller dans un restaurant où c'est très, très, très bruyant, c'est très difficile pour moi de maintenir ma concentration et c'est vraiment difficile et désagréable. Et j'essaie le plus possible d'éviter de ce genre d'environnement-là parce que je sais que j'aurai pas de satisfaction. Donc, maintenant, souvent, quand je vois des amis, mais en fait, on va se recevoir chacun chez l'un et chez l'autre parce que c'est d'un beaucoup moins bruyant, mais aussi c'est beaucoup moins stimulant comme environnement parce que j'ai pas plein de monde qui bouge autour de moi, des gens qui parlent à côté de moi. Moi, là, pour moi, être dans une situation où on est plus que 4 et qu'il y a beaucoup de conversations qui se font en même temps, c'est extrêmement difficile pour moi de maintenir ma concentration. Donc, j'essaie de diminuer ce genre de situation-là parce que c'est pas une situation où j'ai beaucoup de plaisir. Ça veut pas dire que je suis pas une personne sociable. Je pense que je suis une personne qui est très sociable. Je n'aime pas vraiment les contextes de groupe parce que je sais plus où donner de la tête en termes de à qui je dois donner ma concentration. Pas parce que je m'intéresse pas à mon interlocuteur, mais c'est que mon cerveau a tendance à se faire distraire facilement par ce qui se passe autour de moi. Donc, ce que je fais, c'est que je peux être plus intentionnelle dans le choix des activités sociales que je vais faire pour me permettre justement de mieux maintenir ma concentration. Une autre chose que je vais faire, c'est par exemple de proposer d'aller prendre une marche ou de faire une activité où il y a du mouvement
qui va m'aider à maintenir ma concentration. Donc, c'est plus facile pour moi quand je vais marcher, quand je vais... étrangement, là, maintenir ma concentration quand je fais la vaisselle, quand je cuisine, quand je m'occupe les mains, c'est plus facile pour moi de maintenir ma concentration que quand je dois rester vraiment fixe là, et que je dois regarder. Ça, c'est très, très, très difficile pour moi. Donc, je fais ça souvent quand je reçois de la visite ou que je vais, pas quand je vais chez les autres parce que je fais pas manger quand je vais chez les autres, mais quand je reçois de la visite, je vais faire à manger, je vais faire la vaisselle, pour m'aider à maintenir ma concentration. Quand je suis dans un environnement qui est pas comme ça, mettons qu'on est, je sais pas, 8 ou 10 personnes et que là, il y a plusieurs conversations qui vont aller en même temps. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est je vais me mettre à travailler à mettre ma concentration, en fait, sur répéter ce que la personne me dit. Donc, essayer de réutiliser les mots qu'elle va dire, capter des mots, capter des phrases, répéter ce que la personne dit. Ça a peut-être l'air un petit peu plus requête dit comme ça, mais ça m'aide à maintenir ma concentration. Observer les traits de son visage, ça peut t'aider. Peut-être que non aussi, parce que parfois, moi, observer les traits du visage, c'est quelque chose qui me perturbe. Donc, je trouve pas ça toujours facile, dépendant de la teneur de la conversation. Si c'est un sujet qui m'intéresse pas tant, ou dans lequel je ne suis pas super compétente, en fait, une des choses que j'ai découvertes qui faisait en sorte que je perdais facilement ma concentration, c'est dans des situations où on parle de choses que je ne connais pas, que je n'ai pas d'expérience, ou de gens que je ne connais pas. Tu sais, par exemple, si je suis dans un party de bureau de mon conjoint puis qu'ils parlent de leurs collègues de travail que je connais pas, c'est absolument pas intéressant pour moi parce que de un, je sais pas de qui il parle, puis de deux, je connais pas du tout le contexte, donc ça m'intéresse pas du tout. J'ai tendance à perdre énormément ma concentration dans ce temps-là. Quand on parle de sujet aussi que c'est pas très intéressant pour moi, je perds ma concentration et à ce moment-là, c'est plus difficile pour moi de maintenir mon état engagé. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est je vais vraiment... En fait, une chose que j'ai remarqué, c'est je vais me donner le droit de pas bien me sentir. Je vais me donner le droit de reconnaître que quand je me sens entre guillemets exclue, puis je ne pointe pas le doigt vers certaines personnes, je sais pas que c'était un comportement voulu, mais tu sais, quand tu te retrouves dans une situation où vous êtes en tout cas trois, quatre, peu importe le nombre de personnes, où vous êtes plus que deux, et il y a une conversation qui se fait et c'est une conversation où tu peux plus ou moins t'intégrer parce que c'est soit, comme je disais, sur des gens que tu connais pas, soit sur des histoires du passé dans lesquelles toi, tu n'étais pas impliqué, soit c'est des sujets que tu connais pas. Ça devient difficile de maintenir sa concentration, mais pour moi, ce qui est difficile, c'est vraiment le fait que je me sens exclue dans ce temps-là. Puis quand je me sens exclue, là, j'ai une sensation de rejet que je trouve vraiment très, très inconfortable. Et j'ai tendance à complètement désengager. Soit que j'ai tendance à faire deux choses. Soit j'ai tendance à désengager la conversation et à avoir l'air bête. Oui, si tu me connais dans ma vie privée, je sais que peut-être que tu sais que je suis capable d'avoir de l'air bête. Demande à mon conjoint, il va dire que je suis experte là-dedans. Mais en fait, j'ai tendance soit à devenir un peu bête, soit à essayer de trouver de toutes sortes de manières extrêmement inadéquate et totalement awkward de changer la conversation. OK? Donc, de ramener ça sur un sujet que je trouve plus confortable. Ce qui arrive, c'est que c'est pas le fun. Puis ça crée des situations vraiment extrêmement désagréables parce que ça crée comme... Je sais pas si t'as déjà fait ça, ce genre de situation-là, où ça fait comme un bruit de cricket, là, où le monde te regarde, font comme genre, pourquoi t'as dit ça? C'est vraiment weird. Et ça, c'est quelque chose, en fait, quand j'ai appris j'ai un TDAH, ça n'a pas été dans les premières choses que j'ai apprises, mais c'est quand j'ai fait ma formation sur le coaching plus familial, où on a exploré beaucoup l'aspect liens sociaux, parce que je pense que c'est très peu discuté quand on parle du TDAH, les difficultés de liens sociaux qu'on a, parce que c'est ça, on a des comportements un peu impulsifs, on a des comportements on a des hyperfixations qui vont nous amener à avoir envie de parler de quelque chose
à l'excès, puis jusqu'à blaser les gens. On va avoir de la difficulté à s'intéresser à des choses qui nous intéressent pas. On va avoir de la difficulté à s'intéresser à même des choses qui sont, sans nécessairement dire qu'ils sont clairement pas un intérêt de nous, mais on va avoir de la difficulté à pas vouloir ramener la conversation sur des sujets qui sont plus faciles pour nous, qui sont plus intéressants. Puis ça, c'est en grande partie, à mon avis, parce que c'est difficile de se sentir incompétent ou exclu d'une conversation. Mais je te dirais que d'apprendre à reconnaître l'état émotionnel dans lequel tu te sens quand ça arrive et apprendre tranquillement, pas vite, à gérer cet état émotionnel-là pour te permettre de moins être réactif à ça et faire en sorte que là, ben, tu te mets à avoir des comportements inadéquats comme complètement désengagé de la conversation ou dire des affaires qui sont pas super géniales à dire, OK? Ou partager des affaires qui n'ont pas rapport, OK? Donc, je sais que certains d'entre vous, et moi, je suis coupable, ça m'arrive de partager des affaires pas que je devrais pas dire, mais qui sont pas adéquates dans le niveau de relation que j'ai avec cette personne-là. Et après ça, je me tape énormément sur la tête. Donc, une des choses que j'ai travaillé beaucoup, c'est d'avoir de l'empathie envers moi. L'empathie envers le fait que ça m'arrive de faire des erreurs comme tout le monde, de faire des faux pas sociaux comme tout le monde. Ça arrive à tout le monde, pas juste au TDAH. Donc, de reconnaître que c'est quelque chose que tout le monde a, ça fait déjà énormément de bien dans cette capacité-là que j'ai à être en contact avec les autres. J'ai observé aussi que plus je suis stressée de la situation, je sais que j'ai de la difficulté. Tu sais, quand je sais que, je sais pas si ça t'arrive, mais quand tu vas dans une situation sociale et que tu sais que ça sera pas facile, soit parce que c'est, mettons, les amis de ton partenaire ou ta partenaire ou c'est des collègues de bureau avec qui tu t'entends pas nécessairement. Ben, tu sais, sans nécessairement dire que tu t'entends pas, mais que c'est pas des gens avec qui tu partages quoi que ce soit en dehors du bureau. Des situations où tu sais que ça va être délicat. Il va y avoir énormément de stress associé à ça et aussi de rumination de ce que tu as fait dans le passé, que tu perçois comme des erreurs qui sont la preuve, entre guillemets, il y a des guillemets, que tu n'es pas capable de gérer ça. OK? Donc, moi, ce que j'aimerais que tu prennes le temps de faire, c'est d'essayer de changer un peu ce narratif-là puis te dire, ben je vais essayer de trouver des stratégies. Donc, il y a plein de stratégies que tu peux facilement trouver sur le web, sur des choses comme, j'ai une de mes collègues qui me disait que quand elle rencontrait dans des parties de famille une de ses tantes qui a tendance à énormément parler de ses enfants parce qu'elle en est très, très, très fière, elle se lançait à un défi avec sa sœur en disant on va compter le nombre de fois qu'elle mentionne le nom de ses enfants, puis c'est comme un running gag. Mais ça peut être une façon de maintenir la concentration, un peu comme quand mon garçon, observe les voitures jaunes sur la route puis qu'il voit une voiture jaune. Il y a comme un effet de, vu que c'est un défi, vu qu'il y a comme un aspect de compétition là-dedans, c'est plus facile de maintenir la concentration. Donc, ça peut être ce genre de stratégie-là. Ça peut être des stratégies comme, par exemple, d'essayer de trouver des façons de retenir les noms des gens. Ça peut être, comme je te disais tantôt, de répéter ce que la personne dit en reformulant ça comme une question. Ça peut être d'essayer de mémoriser certaines informations qui vont t'avoir été données. Ça va être, en fait, je te dirais, ça va être surtout en trouvant des façons de rendre ça comme un jeu un peu d'être en communication avec ces gens-là. Puis, je te dirais que c'est aussi en te donnant le droit de reconnaître c'est quoi tes limites. Parce qu'il y a un moment donné où on en a des limites. Notre cerveau n'est pas indéfiniment capable de passer par-dessus le fait qu'on trouve ça plate en ce moment, OK? Et il faut que tu sois capable d'apprendre à reconnaître tes limites et être OK avec ça. Puis comme je te dis, moi, certaines de mes stratégies, c'est d'être en mouvement. Je joue beaucoup, j'ai 2 bagues au doigt et je joue énormément avec mes bagues quand je parle avec les gens. C'est quelque chose qui est discret, qui me permet de faire un peu de fidget. Je joue avec mon bijou, mon collier. C'est quelque chose que je fais aussi beaucoup. Je joue dans mes cheveux. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui font ça. Prendre leurs cheveux, jouer avec leurs cheveux. Moi, ça m'aide beaucoup
au niveau de ma concentration. Si j'ai un élastique autour du poignet, ça peut être de jouer avec l'élastique. Des fois, c'est une stratégie que je fais, de m'amener un élastique avec moi, de savoir comme ça que je peux manipuler un objet pendant que je parle avec quelqu'un. Ça peut être... mais c'est surtout de trouver des façons de créer des conditions gagnantes pour t'aider. Puis une dernière chose, en fait, que je voulais mentionner, parce que je peux pas passer à côté, c'est j'ai observé, personnellement, je prends une médication de type non psychostimulant. Et moi, j'ai observé que depuis que je prends cette médication-là, ça fait 3 ans et demi, je crois, que je prends cette médication-là de façon continue et parce que les non psychostimulants doivent être pris de façon continue. Et j'observe que c'est plus facile pour moi de maintenir ma concentration, que je me sens moins facilement fortement incommodée quand je fais un faux pas social. J'ai plus de facilité à me recadrer. Je suis un peu moins perturbée par l'environnement. Mais reste étant que aller au restaurant, souvent, pour moi, c'est un cauchemar. Parce que actuellement, la mode est dans les restaurants bruyants et les tables sont très proches l'une de l'autre. J'entends très clairement les conversations sur les tables d'à côté. Quand je vais au restaurant avec mon conjoint ne parle pas très fort. Donc, c'est difficile. Ça me demande énormément d'efforts à mettre ma concentration, même si je suis très intéressée par ce qu'il dit. La personne d'à côté parle plus fort, donc c'est plus facile pour moi d'aller porter mon attention. Puis surtout si c'est un sujet qui m'intéresse, ça va peut-être être un petit peu plus facile pour moi. Mais je fais le choix d'essayer de faire attention au restaurant où je vais et de me faciliter la vie, en fait, de me rendre ça plus simple. Comme je te disais, je pense que dans mon cas, la médication est venue supporter, en fait, mon fonctionnement et m'a aidé énormément par rapport à ça. Est-ce que c'est la seule solution? Non. Est-ce que c'est la seule chose que je fais? Absolument pas. Comme je te disais, je fais plein de choses pour m'aider. Reste étant que c'est pas nécessairement super facile. Je reconnais le défi. C'est très, très difficile, sincèrement, écouter quelqu'un qui... Quand on n'est pas dans un contexte académique ou quand on n'est pas dans un contexte où il y a comme un effet d'évaluation où tu veux vraiment, où c'est ton travail, c'est pas toujours facile de maintenir sa concentration quand quelqu'un parle de quelque chose qui nous intéresse pas ou qu'on comprend pas puis qu'on n'a pas nécessairement la curiosité d'avoir envie de comprendre. Mais aussi, comme je te disais, c'est de prendre le temps de... Moi, je la pose la question. Quand je comprends pas de quoi on parle, pendant très, très longtemps, je me suis sentie mal de dire qu'est-ce que ça veut dire ça ou est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Pendant très longtemps, je me suis sentie mal puis je me sentais extrêmement mal pendant toute la conversation parce que j'avais l'impression d'être complètement incompétente et ou quand je me souviens pas de quelque chose, ça m'arrive ça. Quand quelqu'un me parle de quelque chose puis que je m'en souviens juste pas, ce qui est très fréquent, je me sentais super mal de le dire, puis là, j'essayais de faire semblant que ça paraisse pas. Mais maintenant, je t'avouerais que je suis beaucoup plus, pas à l'aise, je suis beaucoup plus capable de dire à la personne, écoute, est-ce que tu peux me donner des explications? Est-ce que tu peux me donner plus de contexte? Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire? Parce que je le comprends pas. J'ai compris que ça ne veut pas dire que je suis une personne inadéquate ou que je suis pas correcte. Puis, en fait, sincèrement, la plupart du temps, les gens sont contents de prendre le temps de t'expliquer. Ben écoute, ça veut dire ça, ou ben écoute, telle chose se passe, ou tu sais, ils sont en général contents que tu fasses effort. Puis moi, ça me permet de nourrir mon aspect de curiosité parce que, en tant que TDAH, je suis très curieuse. Un de nos centres, dans le fond, notre cerveau fonctionne par des intérêts, puis une des choses qui sont les plus importantes pour nous, c'est la nouveauté, les intérêts profonds et le deadline. Mais quand c'est la nouveauté, donc quand c'est quelque chose de nouveau que je sais que je suis capable d'apprendre, ça m'aide à aller activer cette partie de mon cerveau pour avoir le goût d'être en conversation avec la personne. Donc, Joël, j'espère que ça t'aide un peu puis ça te donne des pistes de solutions dans comment t'aider lors d'interactions sociales où la concentration n'est pas toujours de la partie. Et si tu as des questions, si c'est quelque chose que tu as envie d'explorer, bien écoute, je t'invite
En fait, si toi, tu m'écoutes puis que t'es pas Joël puis que tu as des questions, ou même Joël, ça me fait plaisir que tu viennes m'écrire des questions sur mon site web amelieléveillé.com. Tu peux me laisser aussi un commentaire sur le podcast. Je les lis tous et j'y réponds sur la plateforme Spotify. Tu peux me laisser un thumbs up, partager cet épisode-là, partager le podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast par d'autres mondes. Et si tu veux faire partie du défi de octobre pour comment apprendre à terminer les projets que tu commences, inscris-toi sur l'infolette. Et si tu as envie de travailler avec moi, ça va me faire vraiment plaisir. Viens me faire un petit coucou sur mon site web. Sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine.